Bienvenue chez vous vous est proposé avec le soutien de Wallonie-Belgique Tourisme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Je suis à Miroir aujourd'hui dans la commune de Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est la capitale européenne de la chasse et de la nature. Il ne sera pas question de chasse aujourd'hui et vous allez le voir, on va admirer la nature sous un angle assez insolite pour cette émission. Pour commencer, je vous emmène découvrir la basilique de Saint-Hubert, de la cave au grenier, de la crypte au comble. Nous irons ensuite dans un lieu unique, un lieu qui mêle nature et histoire, le fourneau Saint-Michel. Après cela, nous prendrons un peu de hauteur puisque je vous propose une petite balade en planeur au départ de l'aérodrome de Saint-Hubert. Après tout cela, vous aurez rendez-vous plus près de chez vous pour découvrir un autre aspect du patrimoine religieux wallon. Ensuite, je vous retrouverai ici pour notre traditionnel agenda. Vous êtes prêts? Alors on y va. Première étape, la basilique de Saint-Hubert, où le saint patron des chasseurs est évidemment omniprésent. Il faut dire que la ville, qui s'appelait autrefois Andin, a fini par prendre le nom de celui que les pèlerins venaient prier. Les pèlerinages étaient très nombreux. Et les gens se disaient alors, on ne va pas à Andin, on va en pèlerinage à Saint-Hubert, donc à Monsieur Hubert, à Saint-Hubert. Et donc du coup, de fil en aiguille, ce nom Andin s'est modifié pour devenir aujourd'hui Saint-Hubert. Alors bien sûr, la question se pose, qui était ce fameux Hubert? Hubert est un grand personnage autour du 7e siècle, au 7e siècle après Jésus-Christ, et il lui arrive une aventure un peu spéciale. Hubert est un aristocrate, donc son sport favori pour les aristocrates qui doivent s'entraîner à la guerre, c'est la chasse. Un jour, il ne peut pas chasser, c'est le vendredi saint. Le voici en route dans la forêt et il est à la chasse d'un grand cerf extraordinaire, qu'on dit même un cerf blanc. Donc il chevauche, talonne le cerf et puis à un moment donné, le cerf se retourne vers lui et ce cerf, il a une croix entre ses bois et le cerf s'adresse à lui. Et du coup, Hubert tombe à genoux et le cerf lui dit « Convertis-toi ». Voilà pour la conversion d'Hubert. Il est maintenant temps de partir à la découverte de cette basilique qui, il faut bien le reconnaître, attend quelques petits travaux de rénovation. Richard, on arrive dans la crypte. Ici, on peut remonter un peu le temps de cette basilique. Oui, et c'est étrange. À la fois, on descend au point le plus bas de la basilique, mais en plus, on remonte dans le temps, on arrive, ici, les traces les plus anciennes, c'est de 1080, autour de ça. Donc c'est vraiment un lieu très important, le plus bas et le plus ancien, ici en tout cas, de l'espace de la basilique. La basilique qui se trouve au-dessus de nous, elle date de quand alors? La basilique telle qu'elle est aujourd'hui, elle date du XVIe siècle, elle a été reconstruite à la suite d'un incendie en 1525. Dans la crypte se trouvent les tombes des abbés de l'abbaye de Saint-Hubert. Surtout, n'allez pas chercher la sépulture de Saint-Hubert lui-même, personne ne sait où se trouvent ces reliques. Elles ont disparu depuis le XVIe siècle. En gros, on ne sait pas, mais les moines gardaient le secret et qui se transmettaient de génération en génération de moines, donc de prieur en prieur ou d'abbé en abbé, qui ont gardé le secret très jalousement. Et puis le dernier abbé est parti avec son secret, et les moines sont partis aussi à partir de 1796, avec la fermeture de l'abbaye. Ils sont partis avec leur secret. On ne sait toujours pas où se trouve le corps de Saint-Hubert. Richard, cette fois-ci, on est tout au-dessus de la basilique de Saint-Hubert avec une charpente extraordinaire qui date du XVIe siècle alors? Oui, c'est une charpente homogène du XVIe siècle avec une série de fermes qui se succèdent l'une à la suite de l'autre. Les fermes, c'est les structures en bois. Oui, c'est ça, c'est le triangle. Chacun des triangles de bois formés d'un entrée d'une dizaine de mètres, d'un poinçon d'une dizaine de mètres aussi, avec une pente de toiture de 60 degrés, comme on le faisait à l'époque du gothique, à l'époque du Moyen-Âge, enfin si je peux dire, le Moyen-Âge finissant. Un dernier petit mot, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle une roue à écureuil.
Hein, c'est un peu le système des hamsters qu'on tourne. Et ici, c'est assez exceptionnel. C'est un des derniers exemples en Belgique, en place en tout cas. Donc c'est une roue à écureuil qui était au fond un monte-charge, qui permettait donc de poser la charge au rez-de-chaussée de la basilique, si je peux dire, et puis on montait jusqu'au grenier, jusqu'au comble. Alors, on montait quoi? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Bon, on n'a pas de texte pour le dire, mais évidemment, on pouvait y monter des grains ou des réserves pour l'abbaye et des réserves en lieu sûr. Hein. Il faut monter jusqu'ici, vous le savez, hein, c'est 150 marches, c'est pas rien. Mais on pourrait aussi monter des matériaux. Si vous aussi vous voulez monter les 150 marches et visiter les combles, c'est possible sur simple demande. Attention, les lieux ne sont pas accessibles aux jeunes enfants. Avant de quitter la basilique, attardez-vous sur la petite place qui se trouve juste devant. De là, vous pouvez admirer l'ancien quartier abbatial et son étonnante grille. Celle-ci est l'œuvre d'artistes contemporains qui se sont basés sur un texte du XVIIIe siècle. On change de décor, on quitte le centre-ville de Saint-Hubert pour le fourneau Saint-Michel, un lieu étonnant au milieu des bois où on a choisi de transplanter des bâtiments. Le grand principe ici au fourneau Saint-Michel, c'est la transplantation des bâtiments. Ça veut dire quoi, transplanter un bâtiment? Transplanter, ça veut dire que dans le village d'origine du bâtiment, on le démonte pierre par pierre, on numérote toutes les pièces, les pierres, les charpentes, tout. On rapatrie tout ici au domaine et on reconstruit à l'identique avec les mêmes techniques de construction, les matériaux d'origine, etc. Donc transplanter, c'est vraiment démonter in situ et remonter ici sur place à l'identique. Et sur quelle base vous choisissez les bâtiments qui vont être transplantés alors? On choisit ça sur les bases quand ça représente vraiment l'architecture de la région et il faut que le bâtiment soit aussi en perdition. Et donc on le transplante ici pour le sauvegarder, donc il faut qu'il soit un minimum menacé pour être transplanté ici. Alors voici un exemple de transplantation qui est en cours. Donc c'est un chartil qui provient d'Hôtel-Bas, donc du sud de la province de Luxembourg. Qu'est-ce que c'est un chartil? Un chartil, c'était un petit bâtiment où on abritait les machines agricoles. Et donc voilà, le mur a été remonté et doit encore venir ici un toit par le dessus. Mais donc on voit ici, regardez sur les pierres, les numéros. Donc ça a été numéroté sur place pour être ici remis dans l'ordre. Et vous ajoutez alors certains matériaux modernes si c'est pas possible de faire autrement? Voilà, si les matériaux d'origine sont trop endommagés, qu'on doit les consolider par des matériaux modernes, voilà, évidemment, il faut que ça se fasse. Marie-Ève, ça c'est le seul bâtiment qui n'est pas véritablement authentique, si j'ai bien compris. Voilà, ça c'est une copie. Elle existait sur place, mais c'était pas possible de la sauver. Donc on s'est résolu à la copier ici sur place pour quand même avoir un exemplaire de cette jolie petite chapelle. Les bâtiments, ils viennent d'où comme ça? Alors ils viennent de toute la Wallonie. Ici, c'est le musée en plein air, c'est le musée de la vie rurale en Wallonie. Donc les bâtiments proviennent de toute la région wallonne et sont regroupés par zone géographique. Donc on a commencé à l'entrée par la Lorraine, ici on est en Ardennes centrale, et ils sont tous regroupés selon leur lieu d'origine. Marie-Ève, on est maintenant dans la petite épicerie du village et vous vouliez nous montrer l'intérieur parce que vous ne vous contentez pas de conserver le bâti, vous l'animez quelque part. Oui, voilà. Donc notre but, c'est vraiment de montrer comment les gens vivaient autrefois. Et donc on recrée des scènes de vie dans les bâtiments un maximum. Il faut savoir que le domaine compte environ 50 000 objets de collection. La plupart issus de dons de particuliers, quelqu'un qui nous dit ma grand-mère vient de décéder, j'ai tous ces objets dans la maison, est-ce que ça vous intéresse? Donc on a une équipe de collection, de gestion des collections et voilà, on essaie de recréer dans les bâtiments effectivement des scènes de la vie d'autrefois pour rendre le bâtiment vivant et montrer comment nos ancêtres vivaient. Est-ce que c'est simple comme ça de trouver des objets pour remplir ces bâtiments? C'est pas toujours simple et c'est vraiment un travail de fourmi de notre équipe de remettre ces objets en état, de retrouver d'où ils viennent, de retrouver leur utilité parce que parfois on reçoit des objets et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça servait. Donc c'est tout un travail de documentation qui est très important, qui est vraiment à la base du domaine. Marie-Ève vous propose aussi des animations, les lieux sont vivants ici. Voilà, on essaye un maximum de faire vivre le domaine. Donc au fur et à mesure des années, outre la conservation du patrimoine, on a développé d'autres compétences. Et le domaine tourne maintenant autour de 3 axes, nature, patrimoine et événements. Donc plus ou moins une fois par mois en saison, donc du 1er mars au 30 novembre, on accueille des événements
qui ont pour but d'une part de faire revivre le musée comme autrefois, les vieux métiers, etc., les us et coutumes, mais pas seulement. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est une classe, on a beaucoup d'écoles qui viennent apprendre la vie d'autrefois. Et c'est vraiment le but de faire vivre le domaine un maximum. Alpha Bravo Mike de Saint-Hubert Radio. Vous pouvez traverser de Charlie en Bravo. La piste dont il est question ici, c'est celle de l'aérodrome de Saint-Hubert, un autre petit coin de paradis, niché lui aussi au beau milieu de la forêt. Ici, 4 pistes, en herbe s'il vous plaît, accueillent essentiellement des particuliers. L'activité principale, c'est le vol à voile, autrement dit les planeurs, mais d'ici décollent aussi des ULM et des hélicoptères. Nous sommes allés rendre une petite visite à un charmant club, le CNVV, le Centre National de Vol à Voile. Qu'est-ce que vous proposez ici comme initiation au vol à voile? Alors notre vocation première, c'est de former les candidats pilotes, mais évidemment on accueille toute personne qui veut découvrir ici à Saint-Hubert le vol à voile. On nous dit que Saint-Hubert, c'est le paradis pour le vol à voile. Qu'est-ce qui fait que l'endroit est si propice? La région est déjà magnifique, puis au niveau de l'aérologie, au niveau du déclenchement des ascendances, des thermiques comme on dit, le relief crée justement les bonnes conditions pour faire du vol à voile. Parce que faire du vol à voile, donc, ça paraît évident, mais on va quand même le rappeler, il n'y a pas de moteur sur le planeur et donc il faut se servir des courants d'air pour pouvoir monter et se diriger, c'est ça? Exactement, oui. Donc la masse d'air instable au niveau du sol est chauffée par le soleil et cette masse d'air crée une convection vers les nuages et on profite de ces convections pour prendre de l'altitude et prolonger nos vols. Et est-ce qu'on peut aller loin comme ça en partant de Saint-Hubert? On peut aller très très loin en compétition, ils font régulièrement des épreuves de 300, 400, 500 km sans essence. Le club propose des formations à partir de 14 ans et des baptêmes de l'air dès que vos pieds touchent les pédales. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans un planeur en compagnie de Philippe. Nous, on vole déjà, tu vois. Oui. Et le remorqueur, il est encore en l'air. Oui, il décolle aussi. Voilà, c'est fait. On est parti. Alors, on garde les ailes du remorqueur à l'auteur de l'horizon. Comme ça, on vole tout petit peu plus haut que le remorqueur pour ne pas voler dans le souffle de l'hélice. Parce que dans le souffle de l'hélice, ça tremble un peu et c'est moins gai pour voler. Donc. Et qui décide qu'on lâche? L'avion ou nous? Non, c'est nous qui vont larguer. On va environ à 500-600 mètres, on verra. Et c'est nous qui vont larguer le câble. Et normalement, on vire un côté et l'avion vire l'autre côté. Comme ça, on ne sait pas rentrer dedans. Hein? D'accord. Objectif du voyage, survoler le fourneau Saint-Michel et la basilique de Saint-Hubert. Et ne croyez pas que tout cela se fait dans le plus grand calme, un planeur, ça bouge tout le temps. Il y a un peu de turbulence, mais c'est ça qu'on a besoin évidemment, parce que quand c'est l'air calme, il n'y a pas des ascendances. Hein? Oui. On a besoin un peu de l'air turbulent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans l'air et ça nous donne des ascendances. Normalement, en dessous de chaque cumulus, il y a une ascendance aussi. Alors d'habitude, ce qu'on fait, on va en dessous d'un cumulus, on va spiraler un peu, on va monter jusqu'en dessous du cumulus et là on fait des liaisons jusqu'à un autre cumulus. Et comme ça, on sait faire de vols facilement ici de 5, 6, 700 km et ils ont fait déjà des vols de 1000 km à partir de Saint-Hubert. Voilà, on va larguer, ça va? Oui. On va larguer. Victor Golf X-Ray Kilo est largué. Merci. Voilà, et là tu vois fourneau Saint-Michel, ici en dessous, tu vois? Oui, oui. Et on
quoi comme ça quand on est tout seul là-haut pour la première fois? La première fois on chante, hein? Oui. Oui, hein? Je crois qu'ils font ça tous. Moi je l'ai fait aussi dans mon temps, j'ai chanté aussi. Voilà, il y a un peu de turbulence ici, ça veut dire évidemment qu'il y a des trucs qui se passent. Probablement on va avoir une bonne ascendance ici. Et en planeur, tu peux voler à partir de 14 ans et en avion, en voiture, c'est 18 ans. Hein? Mais en planeur, c'est pas vraiment dangereux parce qu'on est toujours bien surveillé. Hein? Il y a toujours des instructeurs au sol qui te surveillent. Alors, il ne s'est pas déconné ou quelque chose, ça arrive jamais. Et c'est là que Philippe a eu l'idée saugrenue de me donner les commandes. Alors, tu pousses un peu sur le manche, pousse, et voilà, tu vois le nez, il descend, encore un peu, encore un peu. Tu vois que le nez, il descend, et qu'on accélère un peu. Hein. Quand tu tires, le nez, il monte et on ralentit. Pour virer, alors, on met le manche à droite, vas-y. Attendez, à droite. Ouh, j'aime pas. Et voilà, on prend l'inclinaison et on commence à virer. Ouais. Ça va? On fait la même chose à gauche et on va voir. Là, il y a un cumulus devant nous. Peut-être qu'il va nous donner une petite ascendance parce qu'on n'est qu'à 400 mètres au moment. Il y a des jours que ça monte plus que 5 mètres et un ascenseur, ça monte environ 1 mètre par seconde. Alors c'est 5 fois plus vite qu'un ascenseur. Hein. Et tu sens ça bouge tout le temps un peu. Hein. Oui. Mais j'essaye de voler un peu doucement avec toi. C'est gentil. Que tu tiens le coup. Après 30 minutes, nous voici de retour à proximité de l'aérodrome. Vu du ciel, on se rend mieux compte de la particularité des lieux, une grande étendue herbeuse entourée de forêts. Et si vous ne vous sentez pas l'âme d'un oiseau, le site accueille tous ceux qui aiment rêver en bord de piste en regardant décoller les avions. C'est aussi un départ de promenade vers le massif forestier tout proche. Et voilà. Merci Philippe. Le vol est fini. Merci magnifique. beaucoup. Avec plaisir. « 50 mètres de hauteur pour ce clocher de style roman. Pas mal. Bienvenue à Nivelles, on est ici à la collégiale Sainte-Gertrude. Il paraît que c'est encore plus impressionnant à l'intérieur. Bonjour Janine. Bonjour Sébastien. Alors on est dans un bâtiment ici qui sort de l'ordinaire. Il faut savoir que la collégiale Sainte-Gertrude fait partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie, tout simplement parce que c'est un des bâtiments les plus anciens et les plus grands aussi de l'époque romane. Oui, c'est un des plus anciens. Ça commence pré-roman, mais en réalité, elle peut être romane, germanique, rhénane, ottonienne, mosane. Et ce qui est important, c'est ottonien. Ottonien, ça veut dire qu'il y a 2 chœurs opposés. Donc si on coupe l'église en 2, ça fait 2 églises, des plafonds plats, des piliers et un coffre à l'avant avec tout le montage et le clocher, quelque chose de très gros. Elle a été inaugurée en 1046. La collégiale Sainte-Gertrude. Sainte-Gertrude, c'est en référence à la première abbesse finalement de la collégiale. Oui, alors c'était la fille de Pépin de Landenne, qui est le père de Pépin de Herstal, le père de Charles Martel, le père de Pépin le Bref et le père de Charlemagne. Donc c'est la famille des Pupini, donc c'est une famille très importante. Et comme Charlemagne faisait partie de la famille, cette église est devenue impériale
par après. Donc c'était une collégiale impériale et c'est pour ça qu'elle est si grande. Quand je suis arrivée ici, je ne suis pas nivelloise au départ, je me suis demandé qu'est-ce que c'était ce monstre dans une petite ville comme Nivelles. Et c'est une église impériale, c'était un monastère impérial. Je propose qu'on continue de le parcourir. Alors Janine, un caractère aussi assez sympa de cette collégiale Sainte-Gertrude, c'est de savoir qu'elle recèle de toute une série de symboles, de signes, d'objets même insolites. Il faut savoir que dans une église, tout est symbole. Ici, il y a des singes, il y a toutes sortes de choses qui représentent quelque chose. Mais on a aussi le char de procession qui est plus vieux. Le plus vieux de Belgique, il est 200 ans plus vieux que le quart d'or. Et puis maintenant, on va se diriger vers le cœur des dames? Oui, bien sûr. Pourquoi le cœur des dames, Janine? Eh bien, parce que comme c'est un monastère double, avec une femme qui dirige, ils sont séparés pour la prière, souvent. Et les hommes allaient dans une petite chapelle Saint-Paul, prier, et les dames, elles venaient dans la collégiale, et elles avaient ce chœur qui était juste pour elles, prier autant de fois par jour. Et ce sont des stalles Renaissance, elles sont datées de 1566. Avec des gravures un petit peu atypiques? Les sculptures. Oui, tout à fait Renaissance, des femmes nues. Erasme avec l'éloge de la folie, alors on a une marotte de fou, on a des fruits et des légumes que Christophe Colomb a rapportés d'Amérique. C'est une période où il y a un gros bouleversement et on a surtout ça. On a une femme qui prie et quelques anges, et les hommes, ils sont méchants. Tous les hommes qui sont ici sont méchants. Des satyres. Ce sont des satyres. Et ils ont des fers aux pieds et ils ont des jambes de bouc. Et on peut même apercevoir des Indiens. Il y a des Indiens d'Amérique aussi, voilà. Donc il y a vraiment un petit peu tout, ça fait partie des caractéristiques atypiques finalement de la collégiale. Oui, ou typique si on veut, dans le sens que c'est la même époque. Par exemple, on a fait le palais des princes-évêques de Liège, on fait partie de la principauté de Liège. Elles sont nobles, elles ont des contacts là, donc on a ces stalles très tôt et entièrement Renaissance, d'une grande beauté. Merci Janine pour ces explications. Voilà, c'est ici que se termine notre visite de la collégiale Sainte-Gertrude. Alors la tradition veut que l'on passe par le trou Sainte-Gertrude pour être en odeur de sainteté, tout simplement. Alors, moment de vérité. Ouf, à bientôt. Retrouve dans le charmant petit village de Miroir, classé comme l'un des plus beaux de Wallonie. À ne pas rater lors d'une balade dans les environs, le château dont les origines remontent au XIe siècle. Dans le village, on retrouve de nombreuses belles bâtisses de caractère construites en pierre et dont certaines ont toujours leur structure en colombage. Pour notre agenda, ça a été compliqué de vous trouver 5 événements comme je le fais d'habitude parce qu'évidemment, la période estivale est riche en événements en tout genre. Alors si vous voulez la liste complète de ce qui se fait en Wallonie pendant l'été, je vous invite à aller sur le site de notre partenaire wallonie-belgique-tourisme.be. Comme nous sommes dans un des plus beaux villages de Wallonie, le premier événement que j'ai sélectionné pour vous les concerne. Il s'agit de la 2e édition de la Nuit romantique des plus beaux villages. Elle se déroulera le samedi 23 juin. Au programme, des manifestations artistiques, des spectacles visuels, des dégustations, etc., etc. La féerie de ces magnifiques villages sera encore renforcée par une ambiance lumineuse spécialement créée pour l'occasion. Nous y étions le mois dernier, le dimanche 1er juillet. Rendez-vous à Traignes, le village des musées. Vous pourrez remonter la magnifique vallée du Viroin à bord d'un train à vapeur. Et une fois arrivé à Traignes, tous les acteurs touristiques de l'entité se sont rassemblés pour vous faire voyager dans le temps, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, en passant par les années 30. Et surtout, si vous croisez Toine Culot, remettez-lui un bonjour de ma part. Le 30 juin et le 1er juillet, le Canal du Centre vous invite à son week-end au bord de l'eau et à ses croisières insolites. C'est un événement à ne pas manquer.
au cœur d'un site historique classé par l'UNESCO. Et pour ceux et celles qui préfèrent rester à quai, les berges seront aussi animées par des spectacles, des jeux et de la musique. Tout au long de l'été, la Wallonie accueille des festivals pour tous les goûts, tous les styles et tous les âges. J'en ai sélectionné 2 pour vous, pas parce qu'ils sont mieux que les autres, simplement parce qu'ils accordent une attention particulière aux familles et aux enfants. Tout d'abord, l'ACEMO dans le parc d'Enghien les 6, 7 et 8 juillet. Au programme des concerts pour petits et grands, des spectacles et des espaces pour jouer, pour se détendre ou pour rêver. Deuxième festival que je vous recommande, Chassepierre, le Festival international des arts de la rue, les 18 et 19 août. Comme son nom l'indique, il s'agit de spectacles de rue pour tous les âges, le tout dans un charmant petit village en bord de Semois. Dernier événement à pointer absolument dans votre agenda, les fêtes du 15 août en Outremeuse à Liège. Au programme brocante, concerts, jeux, foires, processions folkloriques, le tout arrosé avec modération bien sûr de Péquet. Voilà, bienvenue chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve en pleine forme en septembre. Pendant l'été, on vous propose dans vos programmes estivaux plein de bons plans pour découvrir la Wallonie. Passez un bel été, n'hésitez pas à sortir de chez vous. Au revoir à tous.